Voilà, deuxième session technique. Je suis toujours avec Olivier, mais David Boucher nous a rejoint. Il est à la fois développeur et responsable d'une équipe de développement sur ce qu'on appelle le poller et puis aussi le broker. Aujourd'hui, je vais vous laisser démarrer. C'est un petit peu un petit cours de comment est-ce que ça fonctionne tout ça. C'est quand même la base, collecter des informations. Et puis, sur quoi est-ce que vous bossez là, les développeurs, dans ces différents sujets et à quoi ça peut bien servir tout ce que vous êtes en train de faire. C'est parti. Je ne sais pas qui prend la main, Olivier, David. Tu appuies sur la petite flèche et puis ça va te mettre une pop-up et tu dis oui. Et normalement, on va arriver sur l'agenda. Voilà, c'est bon. Donc, on a 3 petites parties et on va démarrer tranquillement. Comment ça marche? Voilà, comment ça marche. Alors, donc, nous avons 2 composants principaux qui sont centrés en engine, centrés en broker. Je rappelle, engine, c'est un ordonnanceur qui fait tous les checks. C'est ça, le moteur. Voilà, c'est le moteur. Et puis, quand il a récupéré les infos, eh ben, il les transmet à broker qui, généralement, va les stocker en base de données. Les 2 programmes sont connectés. Ils sont connectés avec un protocole BBDO, donc le Broker Binary Data Object. Donc, c'est un protocole maison. Essentiellement, c'est Engine qui envoie des données à broker. Le contraire se fait un petit peu, mais très peu. En fait, essentiellement, c'est des petits messages d'acquittement. Quand ta connexion est interrompue, ça peut arriver. Alors, des fois, c'est volontaire, et puis des fois, ça peut être accidentel. Quand ta connexion est interrompue, Engine continue son travail et simplement, il ne peut plus écrire les données, il ne peut plus les envoyer à broker. Donc, en fait, dans un premier temps, il va les garder en mémoire, et puis quand il arrive au bout de ses capacités, ce qu'il a gardé en mémoire, ça va être dumpé sous forme de fichiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers, en fait, ils contiennent exactement la même chose que les messages BBDO qui sont transmis. C'est en binaire. C'est tout pareil, c'est un format binaire. Et c'est toujours le format BBDO. Les données sont juste dans le fichier alignées les unes derrière les autres. Donc là, ici, on va faire un petit schéma d'architecture. Alors, bon, là, on démarre avec la solution la plus réduite possible. Donc, on a un petit engine qui est relié par BBDO à un broker. J'ai précisé broker SQL parce que en général, on a un deuxième broker, le broker RRD. Donc, c'est la disposition classique, mais pas forcément obligatoire. Hein. On a déjà vu des machines où il n'y avait qu'un seul CBD qui faisait tout. Et là, c'est juste un serveur central avec son moteur de supervision, le broker qui écrit dans la base de données et le broker qui écrit les fichiers RRD. C'est ça. Donc, le central. Et ce central, il peut être complété avec des machines distantes. Donc là, voilà, on a l'exemple avec un premier poller, donc sur lequel il n'y a que Engine. Donc toujours pareil, ça discute par VBDO. Et puis, on a même rajouté un deuxième poller. Et comme Olivier disait, les données, il faut bien les stocker quelque part. Donc, on a le CBD SQL qui envoie les données à une base MariaDB ici, et le broker RRD qui envoie les données à la base RRD. Et puis j'ai rajouté les petits fichiers Q parce qu'on ne sait jamais. Alors c'est pas du tout la situation qu'on aura tout le temps, mais ça peut arriver quand même. Donc on a ces petits fichiers Q qui peuvent arriver. Et ça c'est en cas de perte de communication entre le poller et le central. Voilà, il y a un cache et c'est mis dans des fichiers. Et dès que la connexion remonte, hop, la queue est dépilée. C'est ça. Et puis après on renvoie le temps réel. D'accord. Et j'ai aussi rajouté des petits fichiers cache. Alors leur format c'est le même. C'est comme les fichiers Q. Broker, de temps en temps, il va garder certaines infos qu'il a reçues, il se les met de côté parce qu'il risque d'en avoir besoin un peu pour des traitements postérieurs. Et donc, c'est ça, c'est des fichiers cache qui sont aussi au format BBDO.
Et puis, pour certaines plateformes, donc c'est intéressant de rajouter le Stream Connector. Donc, Stream Connector, c'est un outil particulier de broker. C'est quelque chose qui se programme en Lua. Le Stream Connector reçoit tous les événements reçus par BBDO par broker. Et donc, après, c'est assez, enfin, grâce au Lua, ben, c'est assez facile de se dire, bah, tiens, quand je reçois cet événement, ben, je vais faire tel traitement, ou etc. Et donc là, on a mis une sortie quelconque. Ça pourrait être un Elasticsearch, ça pourrait être une autre base de données, ça peut, et puis même voir d'autres logiciels. Oui, donc les stream connecteurs, c'est vraiment ce qui permet d'intégrer Centréon avec Splunk, Elastic, Verilog, ServiceNow pour envoyer soit des métriques, soit des events, et on filtre tout ça dans le script Lua associé. Ouais. Ok, bon, le schéma commence à être bien complet. Donc, ce schéma, on l'a voulu le plus complet possible, surtout bien parler des fichiers queue, des fichiers cache de la communication, parce que, en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est donc une communication BBDO. Donc, on avait du BBDO 2 qui était là il y a encore peu. Ce BBDO 2, il a un petit défaut, c'est c'est un modèle qui est statique. Alors, statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois un message du type service status, on sait exactement qu'un message du type service status, il va contenir X champs, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours envoyés dans le même ordre, avec exactement les mêmes types, etc. Et la même taille? Et alors, pas tout à fait les mêmes tailles, parce que les chaînes de caractères, par exemple, ça peut bouger. D'accord. Mais en tout cas, c'est très, très structuré. Et les utilisateurs de Stream Connector, des fois, ils disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien que ce message, il contienne tel paramètre. » Et en fait, c'était quelque chose qui était très, très difficilement réalisable, puisque ça nous obligeait à modifier directement le contenu de l'objet. Et quand on modifie l'objet, s'il y a des fichiers queue, des fichiers cache qui traînent par-ci par-là, ben en fait, Broker, après, il est plus capable de lire les anciens modèles si on lui a pris le nouveau. Du coup, on cassait la compatibilité. Et du coup, c'est ça, on était obligé de tout effacer, on perdait des données, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait remédier à ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc on a fait naître BBDO3. Et BBDO3, l'idée, c'était de réécrire donc tous les messages, donc les messages existants jusque-là, on les a réécrits, on les a portés à l'identique ou quasiment, mais en utilisant la sérialisation Protobuf. Protobuf, c'est un mécanisme de sérialisation inventé par Google, qui a quelques avantages, que j'ai essayé d'énumérer rapidement ici. Donc, déjà, c'est compatible avec de nombreux langages. Donc là, Engine Broker, c'est du C++, mais on peut faire du Protobuf en PHP, en Python, en Perl, en tout ce qu'on veut. C'est une librairie qui est rapide, qui est légère, parce qu'elle est écrite en C++ et elle est bien écrite. En termes d'impact réseau, les données ne sont pas compressées nativement avec Protobuf, mais elles sont écrites de manière à pas prendre beaucoup de place. Donc c'est pas compressé, mais quand même ça l'est presque. Et du coup, l'impact réseau, c'est vraiment intéressant par rapport à BBDO2. Par exemple, pour les nombres flottants, ils prenaient environ, je sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de caractères avec BBDO2, et avec du Protobuf, c'est à peine 4 octets ou 8 octets. Après, c'est extensible. Alors, extensible parce que justement, ça c'était notre but premier, c'était que les messages, ils étaient statiques avant, et là, avec Protobuf, ça ne l'est plus. Si demain, je veux rajouter un champ dans un message, je vais pouvoir, et ça sera rétrocompatible. Juste, pour les anciennes versions, on considérera qu'il y a une valeur par défaut, mais voilà, on casse rien et on peut tout à fait relire les anciens messages. Et enfin, c'est flexible. Le BBDO2, en fait, il avait un souci aussi, c'est qu'il ne contenait que des messages avec des champs qui sont très simples, des nombres, des chaînes de caractères, voilà, des choses très très simples. Là, avec Protobuf, en fait, on est capable de stocker des tableaux, on est capable de stocker des listes, des tables de hash, des objets qui contiennent eux-mêmes des objets. Et ça, c'est assez intéressant. On a fait une première application de ça avec la reconstruction RRD, où en fait, avec un simple message, on est capable de tout stocker, de tout récupérer, et ça a pas mal simplifié le code et l'exécution des reviews RRD. Oui, on envoyait un événement au lieu de 20 000. Exactement. D'accord.
Donc en termes d'implémentation, ben, en fait, il se passe exactement on risquait d'avoir le même problème que si on changeait qu'un seul petit événement BBDO2. C'est qu'à un moment, il y a bien quelque chose qu'il faut casser. Donc là, il y avait quand même un changement de BBDO2 à BBDO3. Ce qu'on a fait, c'est que Broker, il reste compatible entièrement avec BBDO2. Et simplement, les nouvelles versions d'engine, par défaut, elles les écrivent en BBDO3. Et si elles ont de la rétention avec du 2, ben, elles envoient ce qu'il y a en rétention à l'identique. Et donc, ça permet, normalement, bon, je sais qu'il pourrait y avoir des accros, mais normalement, ça permet de faire la transition tranquillement. C'est ça, un central, il a des anciens poleurs, puis un jour on lui met des nouveaux poleurs qui parlent le nouveau langage, et tout va bien, il parle aux anciens poleurs, aux nouveaux poleurs en parallèle. Et ça se passe bien. Et puis un jour il n'y aura plus des nouveaux poleurs. Exactement, et puis bah, quand ça arrivera, peut-être après on pourra faire le ménage. Donc on peut migrer tranquillement. Et cette migration, elle nous a introduit une nouvelle possibilité. Alors, BBDO, jusque-là, c'était sur du TCP. Donc le TCP, normalement, c'est plutôt fiable parce que quand même on a des échanges qui sont bien vérifiés, etc. C'est rapide, c'est léger. Par contre, avec TCP, on sait que des fois, il y a des problèmes avec les firewalls. On sait aussi que de temps en temps, il faut monter des tunnels VPN ou des choses comme ça. Ensuite, la sérialisation avec TCP, en fait, c'est le développeur qui choisit un peu comment il fait. Donc, il n'y a rien de très standard. Du coup, il fallait trouver quelque chose de mieux ou en tout cas de plus complet, de plus facile que TCP. Et donc, on soit pas maison, quoi. Ouais, c'est ça, un truc qui soit pas maison. Et donc, on penchait bien vers du HTTP, HTTPS. Et comme tous les messages, ils ont été migrés en protobuf, en fait, on avait une porte ouverte là, ce qui était vraiment facile à saisir, c'est le gRPC. Alors, qu'est-ce que c'est que le gRPC? Donc, dans gRPC, il y a RPC, Remote Procedure Call, mais et le G, je crois que ça vient de Google aussi. Donc l'idée du gRPC, c'est qu'en fait, on est capable de faire du HTTP2. On fait de la sérialisation protobuf native. Et en plus, gRPC, il est capable de nous faire tout ça en TLS, de nous faire de la compression. Tout ça, c'est géré nativement et sans grand effort. Et du coup, on se retrouve maintenant avec du BBDO2 qui peut fonctionner en TCP ou en gRPC. Donc ça, c'est normalement, j'ai une petite animation, voilà. Donc tout ça maintenant, on l'a bien travaillé. Donc du coup, on a une connexion qui peut être plus facile à gérer quand on traverse Internet ou ce genre de choses entre un pôleur et un central. Et là, si on suit, on part d'un pôleur, on avance jusqu'au broker central, et puis là, on s'est dit, bon, allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer d'aller jusqu'à la base de données. Et alors là, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller jusqu'à la base de données? Donc, c'est ce dont on va parler de suite. Alors juste, j'interromps, enfin, un petit mot pour dire que toutes ces transformations que tu as dites là, de protobuf, puis gRPC, etc., aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est terminé? C'est vrai, est-ce que c'est terminé? On a les toutes dernières modifications pour gRPC qui vont arriver prochainement. Voilà. Et voilà, tout s'est fait, tout s'est pas fait en une fois. Il a fallu, c'était un changement en profondeur, donc ça s'est fait progressivement, quoi. Ah, les étapes sont plutôt laborieuses. La migration de tous les messages, c'est long. Surtout si on essaie de rien casser. Ouais, c'est ça. Donc, dernière partie, on s'occupe optimisation dans l'écriture des bases de données. Alors là, il y a quelque temps, en fait, Broker, il maintenait une unique connexion vers la base de données pour son output SQL. Et donc, pendant longtemps, on en a discuté, se dire ce serait bien d'en maintenir plusieurs, ça nous permettrait de paralléliser pas mal d'écritures, tout ça. On a fait ces travaux, donc qui ont été assez difficiles. Une fois que ça s'est terminé, on s'est aperçu que quand il y a plusieurs pôleurs qui sont connectés au central, de temps en temps, il peut y avoir des deadlocks en base de données, des choses comme ça. Et au final, on a plutôt eu tendance à conseiller aux clients de maintenir une seule connexion. Il y avait quelques cas particuliers où plusieurs c'était intéressant, mais globalement, on a plutôt conseillé d'en avoir une. Et là, pour la 2310, on est revenu sur ce sujet et puis on s'est dit quand même, il y a moyen de faire mieux.
Donc, on est capable maintenant d'établir jusqu'à 3 connexions. Donc, voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est bon. Donc, comment ça marche? Ben, si j'en mets qu'une seule, ça ne change rien. C'est comme avant. Donc, voilà, exactement comme avant. L'output SQL, il envoie tout au MariaDB sur une connexion. Et puis, voilà. Donc, si maintenant je mets 2 connexions, on s'est dit qu'il y avait des tables dans lesquelles on écrit beaucoup. Donc, il y a la table databin qui reçoit les paires data, et puis il y a la table logs qui, pareil, reçoit tous les logs, et selon comment on configure les logs, il peut y en avoir beaucoup aussi. Et c'est des tables qui n'ont pas beaucoup d'incidence avec les autres, aucune relation. Donc, on a parallélisé les 2 écritures, elles sont complètement asynchrones. Donc, au pire, si même c'est un peu long à écrire dans la table logs, ça ralentira pas les écritures de statut et de downtime, puisque donc, les 2 flux sont complètement indépendants. Et puis, si on définit 3 connexions, eh bien, dans ce cas-là, on sépare l'écriture per data et log, et ça nous permet encore de mieux paralléliser et d'avoir normalement d'accroître les performances. Alors, il faut juste faire attention d'avoir une base de données quand même qui est suffisamment costaud, quoi, hein, parce que en termes de CPU. Oui, en termes de CPU, ouais. Donc là, on parle d'optimisation de performance pour des grosses plateformes. J'ai plus que 10 000 hosts, j'ai 20 000 hosts, je ne sais pas, c'est une très grosse plateforme. Je pense que déjà, à partir du moment où la base de données elle est sur une machine séparée, on peut déjà commencer à séparer. J'ai analysé la base de données, je suis sur un gros truc. Je peux, au lieu d'avoir une seule connexion, je peux en avoir 2 ou 3. Oui. Et là, je vais voir un vrai avantage sur les performances. Exactement. Et donc, au-delà de 3, la machine n'en mettra que 3. Hein. On s'est arrêté là. Et donc, ça, c'est du. On vient de perdre David. Bon, j'ai été déconnecté un moment. Et là, c'est David qui vient de sauter. C'est pas grave. Okay. On m'entend toujours. Tant que toi, t'es là, c'est bon. Voilà. Et puis, Olivier peut faire avancer les slides. C'est vrai, je peux. T'as besoin? Allez, on y va. De toute façon, on n'est pas loin là. Hein. Donc ça, c'est le paramétrage. Et voilà. Et donc, si on veut paramétrer le nombre de connexions, on va dans la configuration. On va dans la configuration des polars, configuration broker, et puis là, on a en haut les 3 onglets Général, Input, Output. Donc là, on choisit Output. Et dans l'Unified SQL, on voit qu'il y a une petite entrée qui s'appelle Number of Connection to the Database. Donc là, voilà, si je veux mettre 3 connexions, je mets un 3, je sauvegarde, je pousse la configuration, et puis voilà, le tour est joué. Je vois que tu as encore une 2210. Oui, mon interface est un peu vieille, ouais, c'est possible. D'accord. Alors, là, tu nous as expliqué les protobuf et gRPC, connexion, ensuite connexion de données. La suite, c'est quoi? Sur quoi vous allez bosser? Alors, on va passer aux questions, il y a pas mal de petites questions. Tu peux même encore passer au slide suivant. Ouais. Voilà. Comme ça, on a notre schéma de départ. Alors, la suite, David. La suite. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en ce moment? La suite, en ce moment, alors, il y a toujours ce souci que quand il y a beaucoup de fichiers de rétention ou de fichiers queue qui ont été créés sur un poller, en fait, on ne va pas revoir la supervision de ce poller tant qu'il n'a pas terminé de dépiler toute sa queue. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait tordre, réussir à faire pour que la queue puisse se dépiler et en même temps, quand même, qu'il puisse envoyer déjà son temps réel. Comme ça, on ne serait plus dans le blackout. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a eu une coupure réseau d'une semaine, que le poller puisse à la fois dire voilà ce qui s'est passé il y a une semaine et voilà ce qui se passe maintenant. C'est un peu ça. Ok. Donc, alors, c'est un souhait. C'est dans cette voie qu'on est en train de travailler. Je ne dis pas que ça sortira à la prochaine release, mais voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en l'état. On fait des transformations pour que la conf puisse se répartir différemment entre les pollers. Oui, c'est ça. Donc, quand un poller il démarre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lit son fichier de configuration et puis il envoie cette configuration à broker. Et donc, broker, tant qu'il n'a pas reçu cette configuration, il ne peut pas accepter les infos du poller. Et là, on s'est dit que peut-être on pourrait prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce serait le broker ou le central ici qui récupérerait la configuration de tous les pollers qui lui sont connectés. Et quand un poller vient se connecter,
il a juste à dire, tiens, enfin, je me connecte. Et là, ils comparent tous les deux la configuration qu'ils connaissent. Et si le pôleur il s'aperçoit que la configuration que le central a pour lui est plus récente, ben, ça serait le central qui lui enverrait sa configuration. Et ça permettrait que le pôleur envoie des vieilles données, oui. le central serait capable de les gérer, tout en ayant aussi capable de gérer les dernières données qui correspondent à une conf récente. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, comme ça, le pôleur. Alors, il faut versionner il faut quand même versionner ces configurations, mais le pôleur pourrait envoyer les données avec l'ancienne configuration, recevoir la nouvelle et envoyer déjà les nouvelles données avec la nouvelle conf. Et un autre intérêt, c'est que pour ce qui est de la préparation de la base de données, vu que le central a déjà chargé toutes les données de tous les pôleurs, si on déplace des hosts d'un pôleur à un autre ou des choses un petit peu complexes comme ça, avant, vu que c'était chaque pôleur qui envoyait ses données avec son propre point de vue, alors il y en a un qui disait ben, le host là il a disparu, l'autre il dit je l'ai créé, mais en fait nous on sait qu'on l'a déplacé, eux savent pas, mais nous on sait. Et au niveau du central, ça pouvait poser certains conflits, on était obligé de faire les choses dans un certain ordre. Là, vu que tout est centralisé, ben en fait, quand on va déplacer un host, le central broker, il verra bien que les données ont été déplacées. Super, on arrive à la partie questions. Alors, il y a quelques questions qui correspondent peut-être plus ou moins d'ailleurs à ce sujet. Il y a une question qui dit bonjour, les fichiers Q du pôleur restent en mémoire. Est-ce qu'elles restent en mémoire même si le pôleur est redémarré, extinction du serveur? Oui. Donc, la réponse est oui. La réponse est oui. En fait, c'est un fichier. Hein, donc, tant que le fichier n'a pas été consommé, il reste sur le disque dur. D'accord. Il y a une question sur voilà, j'ai 23 pôleurs. Avec ce nouveau protocole entre central et pôleur, est-ce que je peux migrer mon central d'abord sans migrer les pôleurs en même temps? Normalement, oui. Oui, c'est ce qu'on a prévu. Hein. C'est là où on dit vous pouvez migrer. C'est voilà, vous avez votre centrale dans la toute dernière version et puis vous pouvez ensuite migrer vos pôleurs un à un et c'est compatible. Nous, on a des machines de test où le test il consiste à tout configurer en BBDO2 et puis on commence à en migrer un en 3 et puis l'autre en 3 et puis après on s'est dit allez dans le test on va quand même aussi prévoir le retour en arrière. Donc on fait les retours en arrière. Et les tests se passent bien, il n'y a aucun souci. Hein. D'accord. Sur les fichiers de Q, est-ce que c'est ce qui s'appelle retention.dat? Pas du tout, non. Pas du tout. Est-ce que les fichiers Q, ce sont les retention.dat? Non, les retention.dat, c'est pour mémoriser les statuts des hôtes et des services, mémoriser les équipements, etc. pour que dans le cas où Engine redémarre, et ben, en fait, on ne perde pas le fil de ce qui s'est passé avant. Voilà, ça maintient l'historique Engine, les retention.dat. Alors, on a différentes questions qui tournent tous autour de la partie version. BBDO3, c'est à partir de quelle version? Quelle compatibilité entre les versions? À quelle version de Central Engine correspondent les versions BBDO? Il y a tout un sujet là. BBDO3, c'est né plutôt 23.04, je dirais. Moi, j'aurais dit 22.10, mais. Il y a eu les prémices en 22.10, mais en fait, voilà, c'est la preuve que c'est quand même relativement transparent, c'est qu'on l'a pas trop vu. Ouais. D'accord, donc en fait, les évolutions ont eu lieu. Mais jusqu'à présent, on est resté compatible et je crois que la bascule, elle est à. 23.04, tous les événements ont été basculés, sauf une petite poignée, mais voilà, là maintenant, ça y est. Mais par contre, sur une nouvelle plateforme, on doit mettre la 3.0, je crois, et sur les plateformes existantes, on migre pas sans que l'utilisateur soit à l'initiative. Ouais. Je crois. Ça, c'est possible, je ne m'en rappelle pas. D'accord. Et sur la partie performance base de données, alors prérequis base MySQL et MariaDB, ok, mais quid de PostgreSQL? Postgres. Ah oui. C'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Vous n'avez pas travaillé là-dessus, c'est pas dans votre scope, etc. Concernant l'évolution des niveaux d'écriture, est-ce qu'on a des chiffres à communiquer? Merci Olivier, il confirme que c'est en 22.10. Ah, d'accord, 22.10. Est-ce qu'on a des chiffres, je sais pas, nombre de valeurs par seconde en base, gain par rapport aux versions antérieures? Quand tu mets 3 connexions plutôt qu'une, est-ce que tu sais dire le gain en performance? Tu sais le chiffrer? Ben, je crois qu'on aimerait bien, mais on est encore en train de travailler sur la plateforme de bench. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de plateforme en cours. On sait forcément que ça a du gain. En plus, on a travaillé aussi avec MariaDB, on a fait quelques optimisations sur les prepare statements, parce que maintenant on peut les faire en bulk, donc c'est pareil, c'est encore un gain de performance. D'ailleurs, on avait prévu d'en parler, mais c'était trop long. Voilà, c'est ça. Et tout ça, on commence à pouvoir faire des benches, mais voilà, il faut encore patienter un petit peu. En tout cas, pour la perf, utilisez MariaDB.
Il y a encore quelques questions, mais là, on n'a plus le temps puisque ça se termine et on va passer à la session suivante. Des questions, vous les avez dans le chat. Ce que je vous propose, c'est à 17h15 là, de vous connecter au Centre Open Bar. Tu seras là, Oui. David? David sera là. Et donc, vous pourrez poser toutes les questions sur les histoires de downtime, de je sais pas quoi, qui sont là. Mais là, je vais devoir couper pour passer à la session suivante. Merci beaucoup et on se retrouve à 17h15 à l'Open Bar et pour ce qui me concerne, dans 5 minutes avec Florian et Victor. Au revoir. Au revoir. Au revoir.